4:30 last night. And with that, they secure a playoff spot. The Als had a pretty sluggish start to the season. Not much hope for the postseason, but now they're going to host a playoff game in the coming weeks. Montreal finishes the last 2 weeks of the regular season with the home-and-home series against the Toronto Argonauts. And it is the Women's Rugby World Cup in New Zealand happening right now. Canada faces Italy this afternoon at 3:45 p.m. Eastern Standard Time in Auckland. They're still in group play. Canada is in Group B with Italy, the U.S., and Japan. They defeated Japan in their first match. 4 Quebecers are on the team, including Fabiola Forteza from Quebec City, Brianna Miller from Pointe Claire, Alexandra Tessier of St. Clotilde de Horton, and Elisa Allaire from Trois-Rivières. It is 18 minutes away from 9 o'clock. That is your look at sports. Well, a new disco song called The Loneliest Time unites fellow Canadians. Canadians Carly Rae Jepsen and Rufus Wainwright. It's a single from her 6th studio album, which is coming up next week. Here are Carly and Rufus. Et je pense que le message important, c'est qu'on sait qu'une vaccination plus une infection, ça donne quand même une excellente protection. Donc l'idée, c'est pas de dire let's go, on s'en va l'attraper, mais c'est de dire si on l'a attrapé, ça nous dit au moins qu'on a une excellente protection contre une réinfection, à tout le moins pendant 3, 4, probablement même 5 mois. Mais si on n'a pas été infecté, mais c'est ces personnes-là qui devraient vraiment aller chercher une dose de rappel. Caroline, il y a Caroline qui voudrait vous poser une question. Oui, je me demandais si il était question pour les enfants qu'ils aient une dose de rappel aussi, parce que ça fait quand même longtemps là, qu'ils ont eu leur 2e dose. C'est vrai, donc la dose de rappel est offerte pour les 12 ans et plus. Pour les autres, on a quand même l'impression que la grande majorité de ces enfants-là ont aussi eu une infection, donc ils ont comme 2 doses plus une infection, donc une immunité hybride qui est excellente. Les parents qui veulent se prévaloir d'une dose de rappel, on les a jamais empêchés, mais d'un point de vue prévention du risque d'hospitalisation, les enfants étant à si faible risque d'hospitalisation, je vous dirais que la force de la recommandation est beaucoup moindre. Alors, Caroline Cochetan, vous venez de faire le point sur la COVID. Je rappelle que vous êtes pédiatre, microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine et présidente du comité de l'immunisation du Québec. Merci, Caroline Cochetan. À la prochaine. Bye bye. Kevin, on parle rugby en fauteuil roulant? Ben oui, parce qu'il y a du rugby féminin qui se déroule en ce moment, mais il y a aussi du rugby en fauteuil roulant. D'ailleurs, le rugby en fauteuil roulant, c'est mixte. Hein? Dans l'équipe du Danemark, il y avait 3 femmes qui compétitionnaient avec les hommes. Ça fait partie d'une des particularités donc de ce parasport. Une compétition importante qui se déroule en ce moment même du côté du Danemark. Hier, le Canada a été battu de justesse dans un match spectaculaire, 53-51 par les États-Unis, à 2 petits points de vaincre donc une puissance mondiale. Maintenant, le Canada peut au mieux aspirer terminer au 5e rang du classement général de la compétition. L'équipe rate donc le podium une nouvelle fois après avoir offert des performances décevantes au dernier mondial et lors des Jeux paralympiques. Mais il faut dire que la tâche était ardue contre les Américains qui misent sur un excellent programme. Je vous laisse entendre les commentaires récoltés par l'agence Sportcom du joueur Anthony Letourneau et de l'entraîneur Patrick Côté. Je pense en général, on a bien joué, mais on affrontait peut-être la 2e meilleure équipe au monde. Fait que ça n'a juste pas été tout à fait de notre côté, mais on n'est pas déçu de notre game. Je pense qu'on a très bien joué l'équipe. On est ici pour chercher une médaille. On a perdu des chances, donc c'est tough. On croyait réellement nos chances de battre les Américains. C'est pas comme si on est juste content de voir le match. Faut dire que le Canada a l'habitude. Non, effectivement, mais bon, les deux se rejoignent sur le plan qu'ils ont bien joué hier face aux Américains, mais qu'on aspirait à mieux.
Il faut dire que les Canadiens se sont abonnés au podium, ce sont des habitués des médailles. Ce fut longtemps la chasse gardée de 3 pays de rugby en fauteuil roulant. Entre 96, date où le rugby a fait son apparition paralympique, et 2008, il y a seulement 3 pays qui avaient remporté une médaille, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, non seulement le Canada doit aussi battre les États-Unis, mais ils doivent aussi s'imposer contre de nouvelles puissances mondiales qui ont développé d'excellents programmes ces dernières années, comme le Japon, la Grande-Bretagne, qui est championne paralympique en titre. Donc, il y a plus d'adversaires de qualité qui se retrouvent maintenant sur le chemin des Canadiens. Évidemment que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Canada, mais c'est une bonne nouvelle pour le sport en général. Le fait que le sport se démocratise comme ça attire l'attention des gens, notamment l'attention de la Fédération internationale de rugby, dite régulière. Là, donc, c'est elle qui dirige notamment la Coupe du monde de rugby à 15, le plus grand événement sportif dans cette catégorie-là. Et il y a maintenant des discussions, des pourparlers entre la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant et la grande fédération pour une plus grande collaboration. On pourrait donc éventuellement voir les compétitions en fauteuil roulant se dérouler en même temps que la Coupe du monde de rugby. Mais ils se rentrent dedans? En fauteuil roulant? Oui, puis ils se rentrent dedans pas à peu près. Avant, on appelait ça du murder ball, ce sport-là, pour vous donner l'idée. Là, c'est vraiment violent comme sport. Et c'est très beau faire des passes par en arrière, mais à un moment donné, c'est pas ça le rugby. Bon, effectivement. Ça prend des fauteuils roulants en titan et c'est diffusé sur cbc.ca si vous voulez voir les matchs en direct. Le prochain match du Canada, c'est aujourd'hui à 10h. D'accord. Alexandra Chascareux, bonjour. Bonjour, Franco. Est-ce que vous vous ennuyez de l'Italie? Un peu, avec la brume qui fait dehors. Bon, alors, vous vouliez nous en reparler. Après les élections du 25 septembre, gagnées haut la main par une coalition d'extrême droite, l'Italie n'a toujours pas de gouvernement, mais déjà, on assiste à un tournant majeur et les premières chicanes qui sont... On s'en doutait un peu. Donc, le gouvernement, ça va prendre encore quelques jours, mais on a déjà élu le patron du Sénat, le nouveau président du Sénat et le nouveau président de la Chambre des députés, donc de la Chambre basse. Et jeudi, il y a eu une scène absolument incroyable, historique. Et je voulais vous en parler parce que ça illustre vraiment bien ce qui se passe en Italie en ce moment. Alors, la tradition veut que c'est le plus ancien, le plus vieux des sénateurs, comme on dit en italien, anagraphe, en anagraphe, c'est-à-dire par date de naissance. Et la plus vieille sénatrice, c'est une femme, elle s'appelle Liliana Segre, et c'est une juive italienne qui a été déportée à Auschwitz avec son père et d'autres membres de sa famille, et c'est la seule qui a survécu. Et je l'ai rencontrée d'ailleurs lors de mon dernier reportage au téléjournal que j'ai fait il y a 2 ans et demi. Et donc Liliana Segre, qui est née en 1930, qui a 92 ans, une présence absolument incroyable. C'est elle qui a ouvert cette session du Sénat et qui a passé, si vous voulez, symboliquement la clé du Sénat au nouveau président. À la droite. Et le nouveau président qui a été élu donc cette journée-là, c'est Ignazio Benito, ça vous dit déjà pas mal, Maria La Russa. Alors c'est un membre des Frères d'Italie, grand admirateur de Mussolini, collectionneur de ses souvenirs. Il a déjà fait une visite guidée à un journaliste de sa collection de souvenirs de Mussolini. Alors, c'était vraiment un moment historique, comme l'histoire a fait un tour. Et d'ailleurs, c'était à quelques jours de l'anniversaire, 100e anniversaire de la marche sur Rome de Mussolini en 1922, qui a établi donc Mussolini suite à ça, il est devenu le leader de ce pays. Alors, Liliana Segre a fait un discours remarquable où elle n'a lésiné sur rien. Elle a parlé de son passé. Elle a dit en 1938, elle a dit: j'ai été chassée de l'école à cause des lois raciales. J'ai dû laisser mon pupitre vide à l'école, alors qu'aujourd'hui je suis assise ici au pupitre le plus important de ce pays, parce que pour une journée. Mais le président du Sénat, c'est la deuxième personne après le président en importance politiquement en Italie. Alors, un discours où elle a parlé de l'importance de la Constitution, de la vie politique respectueuse de l'adversaire, d'où la haine et la discrimination et les préjugés sont absents. Elle a dit sentir le vertige face à ce tournant de l'histoire. Et évidemment, elle n'a pas été trop écoutée. Déjà,
Silvio Berlusconi a piqué une crise parce qu'il n'a eu, son parti, Forza Italia, n'a eu aucune présidence d'aucune chambre. Bon, il y a 3 partis dans la coalition, il y a 2 chambres, donc il a fallu laisser quelqu'un de côté. Et c'est Forza Italia qui a été laissé de côté. Alors, Berlusconi a piqué une crise contre La Russa, le nouveau président. Il a dit full camp. Hein? Au moins, ils se battent entre eux, c'est bien. C'est bon. Ça peut sortir des murs de l'Assemblée. Alors, Foulcan, il a lancé son crayon, on l'a vu sur des images. Alors, bonjour l'ambiance. Hein? Mais là, le nouveau président, il a des sympathies qui peuvent poser pas mal de problèmes. Hein? Ah ouais, là, on parle du nouveau président de la Chambre basse. Oui. Alors, c'est un autre, là, Lorenzo Fontana. Lui, il fait partie de la Ligue, de l'autre partie de la coalition. Lui, c'est un grand admirateur de Poutine. Vous voyez, on a le choix. Alors, Mussolini, Poutine. Et du parti fasciste grec, l'Aube dorée, il dit ce sont nos amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez des frasques de ce parti en Grèce. Un adversaire farouche de l'idéologie gender, entre guillemets, de l'avortement. Il est contre les sanctions envers Moscou, contre l'admission de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Alors, la semaine prochaine, le gouvernement va être formé, mais Berlusconi a déjà dit qu'il n'ira pas aux négociations avec les 2 autres partis. Alors le fun commence. Je regardais ça, je me disais oui, je vais peut-être demander l'asile politique au Canada, mais bon, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait il y a quelques dizaines d'années. Reparlons, Alexandra, si vous voulez bien, de la guerre en Ukraine, parce qu'en Europe, ça reste le sujet qui préoccupe tout le monde au plus haut point. Hein? Oui, bien sûr. Alors, ça s'est calmé un peu, là. Enfin, oui. Poutine a dit qu'il ne va pas faire de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine. On est tellement contents quand il y a une journée sans frappe massive, n'est-ce pas? Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre aspect de la guerre, de cette guerre hybride. Hein. C'est à plusieurs niveaux qu'elle se mène. Alors, c'est la guerre de l'information qu'il ne faut pas perdre de vue. Et il y a comme une nouvelle offensive sur ce front-là. Alors, vous vous souvenez quand les bureaux de Radio-Canada à Moscou ont été fermés, l'argument principal du ministère des Affaires étrangères qui a été donné à notre équipe là-bas, c'est que le Canada interdisait la diffusion de la chaîne russe RT ou RT, Russia Today, qui en fait est une chaîne de propagande du Kremlin. Effectivement, elle a été interdite ici. Elle a aussi été interdite en Europe au tout début de la guerre, mais en France entre autres. Et donc, Russia Today n'a pas le droit de diffuser sur sa plateforme comme elle le faisait avant. Et voilà.